Ici Gary Prézo. Dans cette vidéo, je parlerai de mon expérience et de la première mesure non nulle d'un moment dipolaire électrique subatomique. Je discuterai les concepts théoriques et expérimentaux, ainsi qu'une petite partie des plus de 1000 heures de données que j'ai collectées pour faire cette mesure. Cette présentation tendra vers la pédagogie. Pour tous les détails, veuillez consulter mon article disponible sur le site web Loisat. Aussi, envisagez de faire un don à notre levée de fonds Shields and Spear ainsi qu'à notre levée de fonds Detecting the Dark Matter Axion Wind Campaign. Première question, pourquoi mesurer les moments dipolaires électriques subatomiques? La réponse est la suivante. Faire toutes ces mesures nous aiderait immensément à trouver des réponses à des questions profondes et fondamentales. Par exemple, pourquoi l'univers, au tout début, a-t-il produit plus de matière que d'antimatière? Si cela n'avait pas été le cas, si l'univers avait produit une quantité de matière précisément égale à la quantité d'antimatière, la Voie lactée, notre galaxie, n'existerait pas, non plus le système solaire. Donc cette question va au cœur même de notre existence. Une chose que nous savons, c'est qu'un critère nécessaire pour l'existence d'un excédent de matière au tout début est que notre univers viole un principe qui s'appelle l'invariance temporelle. L'invariance temporelle réfère à un principe que l'univers ne changerait pas parce que nous changeons ou inversons la direction du temps. Donc, l'univers ne dépend pas de la direction du temps. Et notre univers, en fait, viole ce principe d'invariance temporelle dans le sens suivant. Prenons un système qui a une énergie particulière et ensuite inversons la direction du temps. Ce même système aura une énergie différente, c'est-à-dire que l'énergie de ce système dépend de la direction du temps. Un système comme ça, en fait, viole l'invariance temporelle. Et d'ailleurs, la violation de l'invariance temporelle est intégrée depuis très longtemps dans le modèle standard de la physique des particules, un modèle qui explique quasiment tout sur les particules subatomiques. Le problème est le suivant. Le modèle standard de la physique des particules est incapable d'expliquer l'excédent de matière qui a été créé au début de l'univers. Essentiellement, le modèle standard n'a pas suffisamment de violation de l'invariance temporelle. En conséquence, des théoriciens ont créé de nouvelles théories qui vont au-delà du modèle standard pour expliquer l'excédent de matière créée au début de l'univers. Entre autres, ces théories qui vont au-delà du modèle standard aussi font des prédictions pour les moments dipolaires électriques subatomiques qui sont beaucoup plus larges que ce que le modèle standard prédit. Il faut mentionner que l'existence de moments dipolaires électriques subatomiques contribue à la violation de l'invariance temporelle. Donc, mesurer des moments dipolaires électriques subatomiques nous permettrait en fait de vérifier quelles théories se concordent avec ces données. Les théories qui ne concordent pas avec les données sur les moments dipolaires électriques subatomiques seraient en principe rejetées et ça nous permettrait aux scientifiques de se concentrer sur les théories qui expliquent toutes les données. Donc, en général, je ne vais pas toujours dire dans cette présentation moment dipolaire électrique subatomique. Des fois, ce sera simplement moment dipolaire ou moment magnétique, moment électrique. Nous parlerons aussi des moments magnétiques parce que c'est un aspect important de l'expérience que j'ai menée. Première question, que sont les moments dipolaires? Donc ici, nous avons deux systèmes macroscopiques. Donc une boucle de courant, le courant qui passe dans cette boucle est I, et cette boucle circulaire a une surface A, et elle produit un champ magnétique. Ici, nous avons une batterie, et les batteries fonctionnent parce qu'il y a un excédent de charge positif, disons au haut de la batterie,
dénoté Q+, et il y a un excédent de charge négative au bas de la batterie, moins Q, et la distance entre les excédents de charge est D minuscule. Donc, ces deux systèmes, en fait, produisent des champs dipolaires dans le sens suivant. Si nous sommes un observateur qui est très très loin de ces systèmes macroscopiques, si loin d'ailleurs que la boucle de courant semble ponctuelle, et de même pour la batterie, si loin que la batterie semble ponctuelle. Le champ magnétique, les lignes du champ magnétique et les lignes du champ électrique de la perspective de cet observateur seraient identiques. Les lignes du champ électrique et magnétique seraient des lignes d'un champ dipolaire classique. Mais lorsqu'on s'approche, et on peut bien voir en fait la structure au centre de ces champs, comme on peut très bien voir la boucle et la batterie, nous constatons en fait que le champ magnétique et le champ électrique sont très différents. Généralement, les lignes du champ magnétique vont vers le haut sans changement brusque de la direction des lignes. Comparons aux lignes du champ électrique produit par la batterie. En général, à l'extérieur de la batterie, on voit la même chose, on voit des lignes qui vont du bas vers le haut et du bas vers le haut, que ce soit au-dessus ou en dessous de la batterie. Par contre, à l'intérieur de la batterie, les lignes du champ électrique sont inversées. On va dire en fait dans cette présentation que le champ électrique est négatif. Donc, lorsqu'on passe de l'extérieur à l'intérieur de la batterie, il y a un changement brusque des directions du champ électrique. Et cette différence entre les champs magnétiques et les champs électriques est fondamentale pour comprendre comment les champs électriques et champs magnétiques se comportent dans la matière. C'est quelque chose aussi d'important à comprendre pour l'expérience, le comportement des champs électriques et magnétiques dans la matière. Donc, ayons discuté des propriétés générales ici de ces champs produits par une boucle de courant et une batterie. Définissons les moments dipolaires. Donc, à chaque fois qu'il existe un champ dipolaire, il y a un moment dipolaire. Dans le cas du champ dipolaire magnétique, il y a un moment magnétique, ici illustré avec une flèche verte et appelé simplement DM. Donc, les moments dipolaires sont en fait des vecteurs. Ils ont une grandeur et une direction. La direction du moment magnétique est déterminée par la direction perpendiculaire à la surface de la boucle. Et la grandeur du moment magnétique est égale simplement à la valeur du courant multipliée par la surface. De même, il y a un champ dipolaire électrique, donc il y a un moment électrique, ici DE, et cette flèche rouge représente ce moment électrique. La direction, c'est du moment électrique, qui est aussi un vecteur, est donnée en fait par la ligne qui joint l'excédent de charge négatif à l'excédent de charge positif. Et la grandeur du moment électrique est simplement égale à la distance D multipliée par Q. Donc, un excédent de charge plus grand produit un moment électrique plus large, et de même, une distance plus grande produit un moment électrique plus grand. Donc, quelle est l'énergie d'un moment dipolaire dans un champ externe? Donc, à gauche, nous avons le moment magnétique qui est immergé dans un champ magnétique uniforme. Ce n'était pas nécessaire de rendre le champ magnétique uniforme, mais il n'y a aucune raison de rajouter une complexité. Donc, c'est uniforme dans le sens que la direction et la grandeur du champ magnétique ne dépendent pas de la position. C'est la même partout dans l'espace. Donc, la configuration énergétique d'un moment magnétique qui est minimale est celle où est-ce que le moment magnétique s'aligne parfaitement avec les lignes du champ magnétique. Cela implique que si nous voulons tourner le moment magnétique à partir
de la configuration énergétique minimale. Par définition de la configuration énergétique minimale, il faut fournir du travail de l'énergie. Et la quantité d'énergie qu'il faut fournir pour tourner ce moment magnétique à partir de la configuration énergétique minimale est en fait proportionnelle au moment magnétique. C'est la même chose pour le moment électrique. La configuration énergétique minimale d'un moment électrique immergé dans un champ électrique externe est celle où est-ce que le moment électrique est aligné parfaitement avec les lignes du champ électrique externe. Donc, si on veut tourner le moment électrique à partir de l'orientation qui correspond à la configuration énergétique minimale, il faut bien sûr fournir de l'énergie, faire du travail. Et l'énergie nécessaire est proportionnelle au moment électrique. Donc maintenant, parlons des champs magnétiques dans la matière et nous parlerons un peu plus tard des champs électriques dans la matière. On commence avec cet aimant. Un aimant est un aimant parce que les courants orbitaux sont plus ou moins alignés, c'est-à-dire qu'il y a une fraction substantielle des courants orbitaux qui sont alignés. Ici, dans cette illustration, ils sont tous alignés. Et qu'est-ce que je veux dire par un courant orbital en comparaison avec la boucle de courant dont je parlais au début? Ben, la différence, c'est que dans la matière en physique des solides est décrite par un réseau. Et à chaque site du réseau, il y a une molécule ou un atome. Et donc, les molécules ou les atomes sont fixés à ces sites. On ne peut pas vraiment les bouger, c'est-à-dire les enlever. Donc, toutes les propriétés de ces molécules ou atomes sont donc fixées à un point dans l'espace, au site du réseau. Donc, si une molécule ou un atome a un moment magnétique, on va dire par exemple que c'est un courant orbital. Par exemple, si c'est un atome, ce serait un peu comme un électron qui produit un moment magnétique si on pense à un genre d'orbite classique d'un électron autour du noyau. Ou bien ça pourrait être autre chose, ça pourrait être le moment magnétique dû au spin d'un électron. Donc tout ça, en fait, donc nous parlons de courants orbitaux, ils sont plus ou moins alignés et donc créent un champ magnétique macroscopique. Et entre autres, on pourrait déterminer la forme de ce champ magnétique macroscopique en additionnant les contributions de tous les moments magnétiques qui forment en fait l'aimant. Mais une façon aussi plus simple et équivalente, c'est de créer un genre de courant orbital macroscopique qui va autour de la surface de l'aimant. Et ici illustré par cette flèche verte épaisse circulaire. Donc, entre autres, si quelqu'un voulait voir les lignes d'un champ magnétique, on pourrait mettre une barre aimantée dans de la poudre de fer. On verrait toutes les particules de fer s'aligner avec le champ magnétique de l'aimant et formerait un champ dipolaire classique. Donc, cela implique la chose suivante dans un tore. Donc, imaginons que dans un tore, on aligne tous les courants orbitaux ou tous les petits moments magnétiques avec l'axe circulaire du tore. Donc, cela donnerait en fait des lignes de champ magnétique circulaires. Une autre façon de voir ça, c'est que à chaque point du tore, on pourrait créer un genre de courant macroscopique orbital de surface de la même façon qu'on a fait ça ici. Le résultat, ce serait un solénoïde qui serait enroulé autour de ce tore et qui produirait encore ces lignes de champ magnétique circulaire. Donc, contrairement à cet aimant qui a un pôle nord et un pôle sud, et
ici, il n'y a pas de pôle nord et de pôle sud. Cela veut dire que de la poudre de fer ne réagirait pas avec ce tore magnétisé. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vérifier expérimentalement l'existence de ces lignes magnétiques circulaires. On pourrait utiliser un effet qui s'appelle par exemple l'effet Aharonov-Bohm. Donc ces lignes magnétiques circulaires existent réellement. Donc ils ne sont pas fictives. Maintenant, jetons un coup d'œil au champ électrique dans la matière. Encore une fois, on peut imaginer qu'à chaque site du réseau qui forme la matière, il y a un petit moment électrique avec un excédent de charge négatif au bas, un excédent de charge positif au haut. Donc ici, tous ces moments électriques sont alignés et on peut se demander si, comme pour le cas de la matière aimantée, si on va avoir des lignes de champ électrique qui apparaissent. C'est pas tout à fait parce que à l'intérieur du bloc de matière, on peut créer un autre moment électrique qui a une polarité inverse à celles qui sont liées à chaque site. Donc, par exemple, dans ces grands rectangles, on voit qu'on a créé des moments électriques où est-ce que l'excédent de charge positif est au bas et l'excédent de charge négatif est au haut. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la matière polarisée, c'est que le champ électrique change constamment de direction. Et ça, c'est exactement ce qu'on voyait dans la batterie, où est-ce qu'il y avait ces changements brusques de direction du champ électrique lorsqu'on pénétrait à l'intérieur de la batterie. Cela n'existait pas pour les champs magnétiques. Il n'y avait pas de changement brusque dans la direction des lignes du champ magnétique. Donc, essentiellement, la moyenne, le champ électrique moyen dû à tous ces moments électriques alignés est essentiellement nul. À la différence suivante, c'est que aux surfaces, il reste la dernière couche aura un excédent de charge positive. Et de même, la première couche, celle du bas, aura un excédent de charge négative. Donc, cela veut dire qu'il va y avoir en fait un champ électrique qui va passer à travers cette matière qui a été polarisée et d'une façon électrique, mais ce champ électrique sera entièrement dû à l'excédent de charge sur les surfaces. Donc, ça, c'est très différent de ce qu'on observait dans le champ magnétique d'un aimant, où est-ce que ce n'était pas nécessaire d'avoir cette surface. Et cela implique que si nous alignons tous ces moments électriques dans un tore et nous les alignons avec l'axe circulaire du tore, en fait, le champ électrique moyen est nul. Parce que on peut dire soit que toutes les charges se cancellent par paire, ou bien on peut aussi dire que essentiellement le champ électrique change constamment de direction et résulte en une moyenne nulle. Donc cela ne veut pas dire par contre que c'est impossible d'avoir un champ électrique avec des lignes circulaires. C'est juste qu'on ne peut pas accomplir ça avec simplement une polarisation des moments électriques qui sont dans la matière. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'induire. Il faut induire ces lignes de champ électrique circulaire avec un champ magnétique qui croît d'une façon linéaire avec le temps et qui passe au travers ce tore. Donc ici, quand on dit que c'est linéaire avec le temps, ça veut dire qu'on attend deux fois plus de temps. Si on attend 2 fois plus long, le champ magnétique qui passe à travers le tore sera 2 fois plus grand. Donc ce genre de champ magnétique qui passe à travers un tore produira des lignes de champ électrique qui sont circulaires et de grandeur constante. Donc imaginons de plus que ce tore est fait d'un matériel qui n'a pas de résistance.
Donc, cela veut dire que les électrons peuvent bouger sans résistance. Et s'il y a un champ électrique avec des lignes circulaires, ces électrons peuvent être accélérés et ce serait une accélération linéaire parce que, pardon, la vitesse des électrons augmenterait d'une façon linéaire. Cela veut dire que le courant augmenterait d'une façon linéaire. On attend 2 fois plus longtemps, le courant est 2 fois plus large. Étant donné que les champs magnétiques ne peuvent pas faire de travail, on peut se demander d'où vient en fait toute cette énergie pour qu'on puisse observer un courant électrique qui augmente d'une façon linéaire avec le temps. Ultimement, toute l'énergie vient du générateur qui produit en fait ce champ magnétique qui augmente de façon linéaire. Maintenant, ayons discuté les moments dipolaires classiques ainsi que les champs électriques et magnétiques dans la matière. Discutons des moments dipolaires dans les particules élémentaires. Dans cette présentation, nous parlerons de particules élémentaires si ces particules semblent ponctuelles et suivent les lois de la mécanique quantique. Donc, que veut dire semble ponctuel? Ça veut dire que toutes les énergies ou les vitesses ne sont pas suffisantes pour pouvoir observer une structure quelconque dans aucune des particules. Donc, bien que les électrons soient considérés comme des particules élémentaires, dans cette présentation, dans cette vidéo, nous parlerons aussi des noyaux atomiques, des protons et des neutrons comme étant élémentaires, bien que les protons et les neutrons soient constitués de quarks et bien sûr les noyaux atomiques soient constitués de protons et de neutrons. Mais étant donné qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie pour observer aucune structure dans ces particules, on va simplement les considérer comme des particules élémentaires qui suivent les lois de la mécanique quantique. Donc, entre autres, nous savons depuis très longtemps que les particules élémentaires ont des moments magnétiques. Elles ont toutes été mesurées très précisément depuis très longtemps. On connaît les moments magnétiques des électrons, protons, neutrons et des noyaux atomiques. La question est, ont-ils des moments électriques? Donc, en fait, un moment électrique n'a jamais été observé dans une particule élémentaire subatomique jusqu'en fait à mon expérience. La première tentative a été en 1951 lorsque Smith, Purcell et Ramsey ont fait une tentative de mesurer le moment électrique du neutron. Et malgré le fait que leur expérience avait une sensibilité exquise, ils n'ont pas réussi à mesurer quoi que ce soit. Cela, en fait, impliquait que le moment électrique du neutron était infime. Et non seulement ça, mais il y a un paramètre dans le modèle standard de la physique des particules qui contribue au moment électrique du neutron, et ce paramètre devait être pratiquement nul. Et la question que se posaient les physiciens lorsqu'ils ont vu ces résultats qui arrivaient depuis plusieurs années, maintenant, après cette expérience, est pourquoi est-ce que ce paramètre du modèle standard est si infime? Pourquoi est-ce que le moment électrique du neutron est si infime? En 1977, Roberto Pecce et Ellen Quinn ont proposé une théorie très élégante qui expliquait pourquoi, en fait, le moment électrique du neutron était si minuscule. Mais ce qui était encore plus intéressant dans leur théorie, c'est que leur théorie, leur modèle, euh, impliquait l'existence d'une particule qui interagissait presque pas du tout avec la matière ordinaire. Ça, c'est la matière qui nous compose tout et qui compose les choses autour de nous. Et non seulement cette particule n'interagissait pratiquement pas avec la matière ordinaire, mais aussi cette particule aurait été produite en grand nombre au début de l'univers. À cette époque, les physiciens, les astronomes, les astrophysiciens étaient déjà au courant de l'existence de la matière noire et que cette matière noire est
interagissait très peu avec la matière ordinaire et aussi avait probablement été produite au début de l'univers. Donc immédiatement, cette particule qui provenait de la théorie de Peccei et Quinn et qui s'appelait l'action est devenue un candidat très populaire pour représenter, pour constituer la matière noire. Depuis la théorie originale de Peccei et Quinn, leur théorie a été modifiée d'une façon substantielle. Mais la recherche de l'action continue à être un domaine très actif de la physique. Maintenant, parlons un peu des propriétés de transformation des particules élémentaires, spécifiquement les moments dipolaires, lorsqu'on change la direction du temps. Donc, étant donné que ces particules sont élémentaires et suivent la mécanique quantique, elles doivent obéir au théorème de la mécanique quantique qui s'appelle le théorème de Wigner-Eckardt. Donc, Wigner-Eckardt dit que toutes les propriétés vectorielles d'une particule élémentaire doivent être proportionnelles au moment cinétique de cette même particule. Des fois, on appelle ça le spin. Et donc, cela voulait dire que, étant donné que les moments dipolaires sont des vecteurs, cela voulait dire que le moment électrique et le moment magnétique devaient être proportionnels au moment cinétique de la particule même. Au fait, qu'est-ce qu'un moment cinétique? On peut penser à une toupie en rotation, disons, sur une table à un point. Donc, cette toupie a en fait un moment cinétique qui est un vecteur. Donc, le moment cinétique, la direction du moment cinétique est déterminée par l'axe autour duquel la toupie tourne et la grandeur du moment cinétique est proportionnelle à la vitesse de rotation de la toupie. Donc, c'est clair que si on change la direction du temps, que la toupie va tourner dans la direction opposée. Donc, si la toupie tourne dans la direction opposée, ça veut dire que le moment cinétique va changer de direction aussi. La direction du moment cinétique sera inversée. Donc, cela veut dire que étant donné que les moments dipolaires sont proportionnels au moment cinétique d'une particule, cela veut dire que lorsqu'on change la direction du temps, les moments dipolaires doivent changer de direction aussi. Donc, le moment le moment magnétique doit changer de direction, ainsi que le moment électrique doit changer de direction, parce qu'ils sont proportionnels au moment cinétique qui change de direction. Mais le théorème de Wigner-Eckardt a une autre implication, et c'est la suivante. C'est que, étant donné que le moment magnétique est proportionnel au moment cinétique de la particule et le moment électrique aussi est proportionnel au moment cinétique, cela veut dire que le moment électrique, ici, doit être égal au moment magnétique jusqu'à une constante de proportionnalité. Ça, c'est un aspect critique de mon expérience. Parce que ce que cela veut dire, c'est que si on applique un champ magnétique externe pour aligner les moments magnétiques, et nous savons que les moments magnétiques vont s'aligner, une fraction substantielle vont s'aligner avec un champ magnétique parce que nous savons que l'alignement d'un champ magnétique avec les lignes d'un champ magnétique externe est en fait la configuration énergétique minimale d'un moment magnétique et que les systèmes cherchent toujours à minimiser leur énergie. Donc, si nous appliquons un champ magnétique externe et nous alignons une fraction des moments magnétiques de particules élémentaires qui suivent les lois de la mécanique quantique, immédiatement, la même fraction de moments électriques vont s'aligner aussi, à cause du théorème de Wigner-Eckardt. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que nous savons déjà que les moments électriques
des particules élémentaires, ou bien les moments dipolaires électriques subatomiques, sont infimes. Donc, pour les aligner avec un champ électrique, demanderait essentiellement un champ électrique d'une grandeur pratiquement infinie, ce qui n'est pas possible. Donc, on a même, heureusement, grâce à Wigner Eckart, si nous voulons polariser électriquement un groupe de particules élémentaires dans la matière, on n'a pas besoin de champ électrique. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement utiliser un champ magnétique d'une grandeur pas particulièrement énorme pour aligner une fraction des moments magnétiques et sans aucun effort additionnel, nous alignerons les moments électriques. Et en fait, cette propriété a été utilisée dans mon expérience. Maintenant, discutons de la façon dont les champs externes magnétiques et électriques se transforment lorsqu'on change la direction du temps. Donc, nous revenons à notre boucle de courant du début et à notre batterie du courant. Donc, ce sont des systèmes macroscopiques qui n'obéissent pas les lois de la mécanique quantique. Donc, un courant électrique implique bien sûr le mouvement de charge des électrons. Donc, si nous inversons la direction du temps, les électrons vont bouger dans la direction opposée et le courant électrique va changer de direction, va devenir négatif. Donc, cela veut dire bien sûr que les lignes le champ magnétique va s'inverser, donc les lignes vont changer de direction. Par contre, dans le cas d'une batterie, rien ne bouge. On peut imaginer une batterie parfaite, idéale, où est-ce que les excédents de charge sont entièrement statiques, aucun mouvement. Donc, on change la direction du temps et rien n'arrive, tout reste exactement pareil. Et donc, le champ électrique ne change pas du tout. Maintenant, immergeons une particule élémentaire dans un champ magnétique et électrique externe. Ici sont illustrés séparément, mais en principe, les champs sont superimposés. Et bien, encore une fois, nous parlons de deux propriétés de la même particule. Donc, ces deux illustrations appartiennent à une seule particule. Donc, commençons avec le moment magnétique dans le champ magnétique externe. Donc ici, lorsque le temps avance, nous voyons que le moment magnétique est dans sa configuration énergétique minimale. Maintenant, nous inversons la direction du temps, le moment magnétique change de direction ainsi que le moment magnétique externe. Par contre, nous voyons encore que le moment magnétique demeure aligné avec les lignes du champ magnétique externe, donc demeure dans sa configuration énergétique minimale. Comparons maintenant ce qui se passe avec le moment électrique dans le champ externe. Donc le temps avance et le moment électrique ici est aligné parfaitement avec le champ électrique externe, donc dans la configuration énergétique minimale. Nous inversons la direction du temps. Le champ électrique ne change pas de direction, nous savons ça déjà, le champ électrique externe. Par contre, pour la particule élémentaire, le moment électrique en fait change de direction. Et maintenant, nous constatons que le moment électrique est dans sa configuration énergétique maximale, parfaitement anti-aligné avec le champ électrique externe. Donc, l'énergie du système du champ électrique immergé dans un champ électrique externe a changé, dépend en fait de la direction du temps. Donc, l'existence d'un moment électrique dans une particule subatomique viole le principe d'invariance temporelle. Donc, c'est ça que nous avons discuté au tout début. Et nous savons déjà que la violation de l'invariance temporelle est un critère nécessaire pour la production d'un excédent de matière au début de l'univers. Ici, nous avons dessiné les particules
comme ayant des moments électriques qui pointent vers le haut et les antiparticules comme ayant des moments électriques qui pointent vers le bas. Et en fait, on peut faire ça parce que les antiparticules peuvent être imaginées dans le champ, peuvent être interprétées dans la théorie des champs comme étant des particules, en fait, qui remontent le temps. Donc, lorsque l'univers était très chaud, la matière et l'antimatière s'annihilaient constamment, mais en même temps, l'univers continuait à produire beaucoup de matière et d'antimatière. Mais à mesure que l'expansion de l'univers continuait et donc l'univers se refroidissait, à un moment donné, il n'y avait plus suffisamment d'énergie pour continuer à produire de la matière et de l'antimatière. Donc, inévitablement, toute l'antimatière s'est annihilée, a été détruite ou s'est annihilée avec de la matière pour produire de l'énergie. C'est ce que ces flèches qui s'en vont représentent. Par contre, étant donné qu'il y avait un excédent de matière, c'est tout ce qui a demeuré à la fin de ce processus. Donc la quantité de particules qui restait était à peu près un milliardième de la quantité des particules qui existaient au début. Et c'est en fait, c'est ça qui constitue toute la matière ordinaire à laquelle nous avons l'habitude. Mais maintenant que nous parlons de particules élémentaires qui sont ponctuelles, on peut revisiter la question. Est-ce que en polarisant les moments électriques de telle sorte qu'elles s'alignent avec l'axe circulaire d'un tore, est-ce qu'on peut produire des lignes de champ électrique qui sont circulaires? Après tout, il n'y a plus réellement de séparation de charge étant donné que nous parlons de particules élémentaires ponctuelles. Et du coup, nous savons déjà que les champs magnétiques et les champs électriques coïncident de la perspective d'un observateur qui est très loin, disons, d'une boucle de courant et d'une batterie, et si loin que la boucle de courant et la batterie semblent ponctuelles. Donc, si en fait la source des champs électriques et magnétiques est ponctuelle, ça veut dire que, indépendamment de, de la distance de l'observateur du tore, l'observateur verra toujours verra que les champs magnétiques et électriques coïncident. Donc, est-il possible de produire un champ électrique circulaire dans un tore en polarisant les moments dipolaires? En fait, la réponse demeure non. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler des champs à courte portée et des champs à longue portée et comprendre un peu le processus, ce que veut dire en fait un moment électrique ponctuel. D'ailleurs, ça ne semble pas possible, c'est contradictoire parce que nous savons qu'un moment électrique, la grandeur d'un moment électrique, est proportionnelle à la distance entre les excédents de charge. Donc, si nous rétrécissons cette batterie à un point, D va à zéro et on s'attend à ce qu'il n'y ait plus de moment électrique. Mais en fait, il y a un processus mathématique bien défini pour créer un moment électrique ponctuel. Et la façon est la suivante, c'est qu'à mesure qu'on rétrécit cette D à zéro, qu'on transforme cette batterie en point, il faut proportionnellement augmenter l'excédent de charge parce que le moment électrique est égal, la grandeur du moment électrique est égale à Q fois D. Donc, si à mesure que D va vers zéro, on doit amener Q vers l'infini, de telle sorte que le moment électrique reste constant. Si le moment électrique reste constant, ça veut dire que le champ à longue portée, ça c'est le champ en fait qui existe à l'extérieur de la batterie, le champ à longue portée ne changera pas énormément.
à mesure qu'on rétrécit cette batterie à un point. Par contre, ce n'est pas le cas pour le champ négatif à l'intérieur de la batterie. À mesure que la batterie rétrécit et que Q augmente et va vers l'infini, en fait, le champ électrique négatif devient de plus en plus négatif et la grandeur de ce champ va vers l'infini. Donc, à la fin du processus, nous avons le champ à longue portée, en fait, qui coïncide, le champ électrique à longue portée, qui coïncide aussi au champ magnétique, le champ magnétique dipolaire. Par contre, au site où se trouve ce moment électrique ponctuel, il y a un champ infini négatif, un champ électrique infini négatif qui n'existe qu'à ce point même. Donc, c'est ça la différence. Il n'y a pas de champ magnétique négatif lorsqu'on crée, je ne discute pas ça dans cette présentation, mais on peut faire un processus semblable pour un moment magnétique ponctuel. Il n'y a pas de champ magnétique négatif au site, mais il existe, mais il est là en fait pour un moment électrique dipolaire qui est ponctuel. Donc, si nous alignons en fait tous les moments électriques avec l'axe circulaire du tore, le champ à longue portée de ce moment électrique coïncide avec le champ à longue portée du moment magnétique ponctuel. Par contre, si on veut calculer la moyenne du champ électrique, il faut inclure le champ négatif infini à chaque site. Et cette moyenne, en fait, produit un champ moyen électrique précisément nul. Donc, il reste impossible, c'est toujours impossible de créer un champ total électrique circulaire dans un tore simplement en polarisant le long de l'axe circulaire du tore tous les moments électriques ponctuels. Alors, donc ça, c'est quand même un résultat qui va un peu contre l'intuition, parce que finalement, on peut imaginer que la seule façon qu'un électron, disons que ce tore est un conducteur, la seule façon que l'électron peut interagir avec, avec ce champ électrique négatif infini à chaque site, c'est presque comme si l'électron doit être assis juste au-dessus. C'est pour ça que j'ai dessiné, il y a cette petite chaise au-dessus. Cette petite chaise est trop large, trop grande pour ce point, pour ce moment électrique ponctuel. Mais partout ailleurs, le champ électrique vraiment n'interagit qu'avec le champ à longue portée. Mais ce champ négatif infini existe à chaque site et on ne peut pas ignorer sa contribution lorsqu'on calcule le champ électrique moyen dans le tore, et ce champ électrique moyen est précisément zéro. Maintenant, regardons ce qui se passe dans un supraconducteur. Les supraconducteurs sont des métaux fascinants. Il y a certains métaux que si on décroît, on diminue leur température en dessous de ce qu'on appelle une température de transition, c'est la transition de l'état normal à l'état supraconducteur, ces métaux perdent toute résistance. C'est-à-dire que maintenant, les électrons, en fait, qui forment des paires qu'on appelle des paires de Cooper, ou en anglais Cooper pairs, donc les électrons peuvent se promener librement, c'est-à-dire sans jamais subir aucune résistance. Donc, dans les supraconducteurs, on peut créer des courants persistants qui, du point de vue comparativement à une vie humaine, ces courants peuvent persister essentiellement pour toujours. Donc, déjà, c'est quelque chose c'est un phénomène exceptionnel. Mais une autre propriété des supraconducteurs, c'est qu'ils expulsent tous les champs magnétiques.
En fait, les champs magnétiques ne peuvent exister qu'à la surface euh, d'un d'un supraconducteur jusqu'à une épaisseur, à l'intérieur d'une couche de la surface euh, du supraconducteur qu'on appelle profondeur de pénétration. Cette couche où les champs magnétiques peuvent exister à une épaisseur typique d'à peu près un 10 millième d'un cheveu humain. Donc, ce sont en fait deux des propriétés les plus connues des supraconducteurs. Mais concentrons-nous sur le fait que les électrons, et quand je parle d'électrons dans les supraconducteurs, je parle toujours des paires de Cooper. Concentrons-nous sur le fait que les électrons ne peuvent pas subir de résistance, ne peuvent pas subir de résistance lorsqu'ils se passent dans la boucle supraconductrice. Cela veut dire que, bien sûr, les électrons ne peuvent pas se diffuser sur les atomes ou les molécules qui forment ce supraconducteur parce que la diffusion, en fait, contribue à la résistance. Donc, pour utiliser le langage de la mécanique quantique, cela veut dire que la fonction d'onde des électrons doit être nulle au site même où se trouvent les atomes. Donc, si c'est le cas, cela bien sûr veut dire que les électrons ne savent pas ce qu'il y a à chaque site, au centre de ces atomes. Parce que leur fonction d'onde est nulle. Si la fonction d'onde n'était pas nulle, il diffuserait et il n'y a pas de résistance dans un supraconducteur. Donc c'est comme si chaque site était dans une petite boîte noire et que les électrons ne sont incapables de percevoir ce qu'il y a dans cette boîte noire. Donc tout ça pour dire, pour arriver à la conclusion suivante, c'est que les électrons ne peuvent être influencés que par le champ à longue portée des moments dipolaires électriques subatomiques qui se trouvent à chaque site du matériau. Donc, si en fait il y a une polarisation des moments électriques ponctuels, il y aura un champ à longue portée qui sera non nul et qui sera circulaire, qui aura des lignes de champ circulaires. Le champ électrique total demeure précisément nul. Mais les électrons n'interagissent qu'avec le champ à longue portée, ici dénoté avec un lambda, le lambda pour longue portée. Et dans mon article, en fait, pour distinguer le champ à longue portée du champ total, du champ électrique total, je parle d'un champ d'électrisation. Donc, si les moments électriques sont polarisés le long d'un axe d'une boucle, il y a un champ électrique qui suit les mêmes lignes du champ magnétique, des moments magnétiques ponctuels. Et les électrons, à ce moment-là, peuvent être accélérés parce qu'il y a un champ électrique. Donc, maintenant, si c'est le cas, nous parlons exclusivement des supraconducteurs et aussi nous allons parler exclusivement dorénavant des moments magnétiques nucléaires et des moments électriques nucléaires. Donc, bien sûr, la façon que j'ai utilisée pour créer cette polarisation électrique des moments électriques nucléaires, c'est que j'ai utilisé un champ externe, un champ magnétique externe, pour polariser les moments magnétiques nucléaires et du coup polariser les moments électriques nucléaires. Donc, on peut écrire une équation du circuit. Il y a une force électromotrice qui est proportionnelle à l'aimantation nucléaire. Donc, qu'est-ce que aimantation veut dire? Aimantation se réfère à la fraction
de moments magnétiques qui s'alignent avec un champ magnétique externe par unité de volume. Donc, précisément la même fraction des moments électriques nucléaires seront aussi, par unité de volume, seront aussi alignés. Donc, la force électromotrice doit bien sûr être proportionnelle à l'alimentation nucléaire et doit aussi bien sûr être proportionnelle au moment électrique nucléaire, DEN. Étant donné qu'il y a une force électromotrice et que c'est un supraconducteur et qu'il doit donc y avoir un courant électrique qui croît, il doit y avoir aussi un impedance qui vient du self-inductance du circuit. Ce terme vient simplement du fait que toute l'énergie ne peut pas aller à accélérer les électrons. Une partie de l'énergie doit bien sûr créer un champ magnétique à mesure que les électrons accélèrent. Donc, c'est ce que ce terme représente. Et ce qui est important avec ce terme, c'est qu'il est proportionnel au taux de variation du courant électrique. Donc, ce qu'il faut retenir de cette équation de proportionnalité, c'est que le taux de changement du courant électrique est proportionnel à la force électromotrice. Plus précisément, le taux du changement du courant électrique est proportionnel à l'aimantation nucléaire et au moment électrique nucléaire. Donc, pour les paramètres de mon expérience, l'aimantation nucléaire suivait la loi de Curie. Donc, cela veut dire que l'aimantation nucléaire était inversement proportionnelle à la température. Et rappelez-vous que, en fait, je ne sais pas si j'ai mentionné ça un peu plus tôt, mais les supraconducteurs deviennent supraconducteurs à des températures très basses, habituellement, moins de 10 Kelvin pour les éléments du tableau périodique. Donc, entre autres, l'aimantation est inversement proportionnelle à la température et proportionnelle au champ magnétique externe. Pour mon expérience, le champ magnétique externe était produit par le courant d'un solénoïde. Donc, cela veut dire que l'aimantation nucléaire est proportionnelle au courant du solénoïde. Donc, en résumé, la force électromotrice sera la plus forte à basse température et avec des courants de solénoïde importants. Pardon. Donc, encore une fois, on peut se demander d'où vient l'énergie du courant qui est en train d'augmenter. Ben, ultimement, l'énergie vient en fait du courant du solénoïde qui produit le champ magnétique externe. Donc, c'est comme ça que l'énergie est conservée. Donc, parlons maintenant de l'idée principale du concept expérimental. C'est simple en fait, rechercher une force électromotrice qui suit la loi de Curie. Et la façon qu'on va détecter cette force électromotrice, c'est en observant le taux de variation du courant dans la boucle supraconductrice. Et on va voir si ce taux de variation suit la loi de Curie. Pour mon expérience, j'ai choisi comme fil supraconducteur, comme boucle de supraconducteur, un fil façonné avec du tantal. J'ai choisi le tantal parce que quasiment 100% du tantal qui survient naturellement est un seul isotope du tantal et cet isotope a un moment magnétique relativement large. Ce qui veut dire que on peut produire une aimantation nucléaire plus large, donc je veux dire un moment magnétique nucléaire large. Donc on pourra créer une aimantation nucléaire relativement large. Pour l'expérience, c'était clair que j'avais besoin d'un élément de contrôle. J'ai choisi une boucle supraconductrice faite de plomb. Et la raison derrière ce choix, c'est que théoriquement, je savais que la force électromotrice serait beaucoup plus faible que dans le tantal. En fait, presque 20 fois plus faible que dans le tantal. Et pour quelle raison? Parce que seulement un quart des isotopes
un quart du plomb qui existe à l'état naturel, survient naturellement, a en fait un moment magnétique nucléaire. Et en plus, ce moment magnétique nucléaire est beaucoup plus faible que le moment magnétique dans le tantal. Donc le résultat, étant donné que la force électromotrice est proportionnelle à l'aimantation nucléaire, le résultat, c'est que la force électromotrice est à peu près 20 fois plus faible dans le plomb que dans le tantal. Donc, j'ai mentionné déjà que j'ai utilisé un solénoïde que, dans mon expérience, j'appelle en anglais simple solenoid pour créer le champ magnétique externe qui va produire la force électromotrice dans ma boucle de tantal. Et ce simple solenoid fait partie d'un circuit supraconducteur unique qui inclut un booster solenoid. Le booster solenoid, la raison d'être du booster solenoid, c'est d'induire un courant dans le simple solenoid. C'est quelque chose que nous comprendrons très prochainement. Et ces solénoïdes ont été utilisés pour le plomb et le tantal pour que les deux collectes de données se concordent en termes d'environnement expérimental. Et aussi, j'ai travaillé bien sûr à des températures sub-Kelvin et j'ai recueilli des données à plusieurs températures fixes et plusieurs courants de solénoïdes fixes pour vérifier si oui ou non il y avait une force électromotrice qui suivait la loi de Curie. Donc, voilà une illustration de l'assemblage expérimental. Ici, nous avons la boucle de l'échantillon, soit le tantal ou le plomb. Les flèches rouges représentent la direction du courant qui passe dans cette boucle supraconductrice. Et une partie de cette boucle, bien sûr, est dans le simple solenoid pour que cette partie soit immergée dans un champ magnétique externe, le champ magnétique produit par le simple solenoid. Et comme j'ai déjà mentionné, le simple solenoid fait partie d'un circuit supraconducteur qui inclut le booster solenoid. Le booster solenoid est ici à l'intérieur de ce solénoïde plus grand. Ce solénoïde plus grand, je l'appelle le solénoïde principal. Et le booster solenoid est entouré autour d'un cylindre d'aluminium. Et finalement, les deux bouts de fil du fil qu'on a utilisé pour bâtir le simple solenoid et le booster solenoid se terminent dans un joint qui est supraconducteur. Comme ça, on a un circuit supraconducteur. Qu'en est-il de ce solénoïde principal? Les bouts de fil qui forment ce solénoïde principal vont à l'extérieur de la machine qui diminue, qui décroît la température de l'assemblage expérimental jusqu'à une source de courant. Donc, la machine que j'ai utilisée pour diminuer les températures des températures sub-Kelvin, c'est en anglais Adiabatic Demagnetization Refrigeration System. J'appellerai ça par son acronyme anglais ADR. Donc, les bouts de fil du solénoïde principal vont à l'extérieur du ADR jusqu'à une source de courant. Donc, la procédure expérimentale était la suivante. Un peu au-dessus de la température de transition des fils supraconducteurs. Donc, tous les fils supraconducteurs étaient un alliage de niobium et de titane. Et leur température de transition de l'état normal à l'état supraconducteur est de 9,2 Kelvin. Donc, juste au-dessus de 9,2 Kelvin, habituellement autour de 12 ou 11, entre 12 et 15 Kelvin, j'allume ma source de courant et maintenant il y a un courant appliqué, IA. Il y a un courant appliqué qui passe dans le solénoïde principal. Donc du coup,
Le solénoïde principal crée un flux magnétique à l'intérieur de lui-même qui passe entre autres à travers le cylindre d'aluminium, donc passe à l'intérieur du booster solenoid. Donc le ADR continue à diminuer la température de l'assemblage expérimental et éventuellement la température de l'assemblage va être en dessous de 9,2 Kelvin. Donc une fois cette température confirmée, j'ai éteint la source de courant, donc IA va à zéro et il n'y a plus de courant qui passe dans le solénoïde principal. Donc le flux magnétique qui avait été créé par le solénoïde principal et qui passait à travers le booster solenoid n'existe plus. Donc la nature déteste les changements de flux magnétique et immédiatement il y a un courant qui est induit dans le booster solenoid et du coup dans le simple solenoid qui remplace précisément le flux qui a été interrompu et qui auparavant passait à travers le booster solenoid. Par contre, tout n'est pas terminé parce que le ADR continue à diminuer la température de l'assemblage expérimental. Et inévitablement, étant donné que que j'ai travaillé à des températures en deçà de 50 millikelvin, inévitablement, la température va aller en dessous de 1,2 Kelvin. 1,2 Kelvin est la température de transition de l'aluminium de l'état normal à l'état supraconducteur sous des conditions normales. Donc, et une propriété que j'ai mentionnée pour les supraconducteurs, c'est qu'ils expulsent les champs magnétiques. Donc, tout d'un coup, l'aluminium, le cylindre d'aluminium autour duquel le booster solenoid est enroulé, bloque le champ magnétique, donc le flux magnétique. Donc, du coup, encore une fois, le courant qui avait été induit au moment initial, au début, lorsqu'on avait éteint le courant appliqué, est boosté d'un facteur 10, de telle sorte, encore une fois, que le flux qui passe à travers le simple solenoid et le booster solenoid égale précisément le flux originel qui passait en fait grâce au solénoïde principal. Donc, le courant induit du simple solenoid est boosté par un facteur de 10. Et ce facteur est quelque chose que j'ai non seulement calculé numériquement, mais que j'ai pu mesurer expérimentalement. Donc, et le courant qui passe dans le simple solenoid, on l'appelle I-sol, sol pour solenoid ou solénoïde. Et encore une fois, les flèches rouges montrent la direction du courant. Donc maintenant, on a un champ magnétique qui immerge une grande partie de la boucle supraconductrice de notre échantillon, disons le tantal. Le courant maximal pour ISOL que j'ai pu atteindre était de presque 4 ampères. Donc ça produisait un bon champ magnétique externe qui m'a permis en fait de détecter ce que je cherchais, mais ce n'était pas si large que ça pouvait détruire la supraconductivité de l'échantillon. Donc, dernière question. Nous savons que la force électromotrice doit être infime. Pourquoi? Parce que la force électromotrice est proportionnelle au moment dipolaire électrique nucléaire du tantal. Et nous savons que cette quantité est infime. Donc, cela veut dire que le taux de changement, le taux de variation du courant dans l'échantillon doit être infime. Un taux de changement d'un courant produit toujours un changement de flux, une variation de flux magnétique. Et cette variation du flux magnétique doit être infime. Et le meilleur magnétomètre, qui est le plus sensible aux variations de flux magnétique, est un SQUID. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour collecter toutes mes données expérimentales.
Et ça, c'est le SQUID en bleu. Donc, SQUID, c'est un acronyme anglais pour Superconducting Quantum Interference Device. Donc, c'est ce que j'ai utilisé encore une fois pour collecter toutes mes données. Et ici, je l'ai illustré avec le courant, pardon, l'échantillon supraconducteur au-dessus du SQUID, mais dans l'expérience, en fait, c'était en dessous, à l'arrière. Je l'ai dessiné de telle façon qu'on pouvait voir aussi les fils qui partent, en fait, qui sortent du SQUID et qui vont à l'extérieur du ADR, au système électronique du SQUID. Donc, qu'en est-il maintenant de tous ces rectangles? Tous ces rectangles représentent le blindage magnétique que j'ai utilisé pour minimiser le plus possible l'influence de champs magnétiques externes à mon assemblage expérimental. Donc, le plus petit rectangle autour du SQUID et d'une partie de l'échantillon est fait de plomb. Le plomb est un blindage magnétique excellent, bien sûr, aux températures sub-Kelvin, parce que le plomb devient supraconducteur à une température de 7,2 Kelvin, bien au-dessus des températures où j'ai collecté mes données. Et le plomb, dans son état supraconducteur, expulse les champs magnétiques. Donc, c'est un blindage magnétique excellent. Autour de ça, j'ai utilisé un autre blindage magnétique fait de fabriqué de mu metal. Et ce grand rectangle ici est un blindage magnétique pour tout l'assemblage expérimental et est composé de plomb, encore une fois, et d'adhésifs d'aluminium. Donc, jetons un coup d'œil maintenant aux composants de mon assemblage expérimental. Ici, on voit le sample solenoid. Ça a une longueur d'à peu près 20,3 cm et avec 353 boucles. Ici, nous voyons des photos du booster solenoid pendant que je le construisais. Le booster solenoid avait deux couches et cette photo ici, c'est celle de la première couche qui contient 81 boucles qui ont été enroulées autour d'un cylindre d'aluminium qui a une longueur de 5 cm et un diamètre de 10 mm. Bien sûr, le fil utilisé pour le booster solenoid fait partie de la même longueur de fil qui a été utilisée pour le sample solenoid. Et j'ai utilisé du yellow tape pour garder les boucles en place. Ça, c'est la deuxième couche qui avait 80 boucles. Ça, c'est une photo du solénoïde principal. Pour le solénoïde principal, j'ai utilisé de l'adhésif Mylar pour tenir les boucles en place. Et le fil supraconducteur du solénoïde principal est enroulé autour d'un tube de cuivre. Ici, on voit une photo du blindage de toute l'assemblée expérimentale, donc encore une fois formée de plomb et d'adhésifs d'aluminium, et fixé à un barreau de l'ADR qui tombe à une température en dessous de 50 millikelvin. Et à l'intérieur, il y a le blindage magnétique mu metal. Et à l'intérieur de ça, c'est le blindage magnétique de plomb. Et finalement, on voit l'arrière du SQUID ainsi qu'une partie de l'échantillon de tantale. Donc, les résultats expérimentaux, je les ai collectés à 5 températures pour le total, donc 52,5 millikelvin, 65, 75, 85 et 105 millikelvin. Pour toutes ces températures, j'ai collecté des données à 0 ampères, 265 et 530 milliampères. Aussi, à 65 millikelvin, j'ai collecté des données pour un champ magnétique inverse dans le sample solenoid. Et la façon que j'ai fait ça, bien sûr, c'est en utilisant un courant inverse dans le solénoïde principal. Donc ces valeurs, ce sont des valeurs du courant dans le solénoïde principal.
Pour le champ inverse, j'ai utilisé un courant de moins 510 milliampères. Donc ça, c'était les paramètres pour les températures fixes. Mais j'ai aussi collecté des données lorsque je ne gardais pas la température fixe. Donc la température pouvait en fait croître. Et en fait, j'ai permis à la température de l'assemblée expérimentale d'augmenter jusqu'à une température juste en dessous de 160 millikelvin. J'ai collecté des données à 0 ampère, 265 et 530 milliampères, mais pour faire une vérification de mes conclusions, j'ai en fait seulement utilisé les données collectées à un courant de solénoïde principal de 265 et 530 milliampères. Donc ici, nous voyons des graphiques de mes données pour deux températures fixes, la température de 52,5 et aussi quelques données pour la température fixe de 65 millikelvin. Donc dans ces graphiques, l'ordonnée représente le voltage du squid ou la tension du squid en volts et l'abscisse, c'est le temps. Donc immédiatement, ces données étaient très encourageantes. Lorsqu'on n'induit pas de courant dans le sample solenoid, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas de courant dans le solénoïde principal. Donc ça, toutes mes données sont en fait étiquetées avec les courants qui passaient dans le solénoïde principal. Le fait est que, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est le courant dans le sample solenoid qui produit le champ externe dans lequel est immergé le fil de tantale. Mais il se trouve bien sûr que les courants du sample solenoid sont proportionnels aux courants du solénoïde principal par la raison simple qu'ils sont induits ils ont été induits du courant à partir du courant dans le solénoïde principal. Donc c'était une façon plus simple de tout étiqueter. Donc à 0 ampère, il n'y a pas de champ magnétique externe et ce que le squid détecte essentiellement, c'est des champs magnétiques externes, plus ou moins externes à l'assemblage expérimental. Donc ça, c'était un résultat très encourageant à 0 ampère parce que sur une période de presque 15 heures, le voltage du squid a augmenté d'à peu près 0,002 volts. Donc la calibration de mon squid était que un quantum de flux qui passe dans la boucle du squid, donc ce qu'on appelle en général un fluxon, correspondait à un voltage de 0,743 volts. Donc cette augmentation est une fraction minuscule d'un fluxon. Donc ça, c'était un très bon résultat parce que ça démontrait que mon blindage magnétique était excellent. En plus, ces données montrent qu'il y a une augmentation de la pente, du taux de variation du courant dans l'échantillon, dans le fil de tantale. Donc, bien sûr, le taux de variation ou la pente de la tension ou du voltage du squid correspond au taux de variation du courant dans l'échantillon de tantale. Donc, à mesure qu'on augmente le courant, ou plutôt la grandeur du champ magnétique externe, on voit une pente de plus en plus raide. Donc, ça, c'est bien sûr, ça se concorde avec la théorie sur laquelle j'ai basé cette expérience. Et aussi à droite, nous voyons deux ensembles de données, une pour le champ inverse et une pour un courant de 0,530 ampères. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un genre de réflexion
entre les deux ensembles de données. Et je dois mentionner que toutes ces courbes, en fait, ce sont des points individuels, donc ce sont des données individuelles qui donnent un peu l'illusion d'une courbe continue. Euh, donc ça aussi, c'est extrêmement encourageant parce qu'on voit qu'il y a un changement dans la direction de la pente lorsqu'on inverse la direction du champ magnétique externe. Donc, en analysant toutes les données pour chaque température fixe, j'ai pu en fait conclure que le taux de variation du courant dans l'échantillon suivait une des propriétés de la loi de Curie, c'est-à-dire que le taux de variation était proportionnel au champ magnétique externe ou bien au courant qui passait dans le solénoïde principal, ce qui veut dire la même chose. Deuxièmement, je n'ai pas pu faire cette détermination dans le plomb. Donc ça, c'est un résultat très important parce que nous savons que le plomb est l'élément de contrôle. Donc maintenant, la chose suivante à faire, c'est de vérifier la deuxième propriété de la loi de Curie, c'est-à-dire proportionnalité à la température inverse, à 1 divisé par la température. Donc, il y a quand même une systématique ici, un systématique qui est, bien que faible, est là. Donc, pour vérifier la dépendance qui est inversement proportionnelle à la température du taux de variation, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque température fixe, j'ai soustrait l'ensemble de données collectées à 0,265 ampères de l'ensemble de données collectées à 0,530 ampères. L'idée, bien sûr, c'est de minimiser les systématiques communs entre les deux ensembles de données. Donc, dans ce graphique, l'ordonnée représente la pente de ces ensembles de données qui ont été soustraites l'une de l'autre et l'abscisse est simplement la température inverse. Chacun de ces points noirs sont des pentes qui ont été calculées à partir de l'ensemble nouveau créé par la soustraction de l'ensemble donné obtenu avec un courant de 265 mA, soustraite de l'ensemble de données obtenu avec un courant appliqué de 530 mA. Donc ce point ici correspond à la pente de ce nouvel ensemble collecté à une température de 52,5 millikelvin, 65 millikelvin, 75, 85 et 105. Mais dès lors qu'on a pu prouver que le taux de variation du courant dans le sample wire, c'est-à-dire cette pente, était proportionnel au champ magnétique dans lequel le sample wire était immergé, c'est-à-dire proportionnel au courant appliqué, on a pu utiliser d'autres ensembles de données. Donc, par exemple, ce triangle rouge est la pente calculée à partir du nouvel ensemble créé en tout soustrayant l'ensemble de données obtenu avec le champ magnétique inverse, c'est-à-dire qui avait été collecté lorsque le courant appliqué est égal à moins 510 mA, soustraite de l'ensemble de données obtenu avec un courant de 530 mA. Et puis ça, c'est à 65 millikelvin, et ces deux points se concordent l'un avec l'autre, tandis que ce triangle bleu provient de la soustraction de l'ensemble de données à 0 ampère, à 52,5 millikelvin, de l'ensemble de données collectées à 530 milliampères. Donc, à partir de ces milliers de données, on a obtenu ces 7 pentes avec lesquelles on a pu faire une régression linéaire du taux de variation du courant avec la température inverse. Et c'est un bel alignement, en fait, et la probabilité que cet alignement est entièrement dû au hasard, c'est-à-dire la valeur de P, le p-value, comme on dit en anglais, est égale à 0,0001. Donc, cette probabilité indique qu'en effet,
on peut, avec beaucoup de confiance, dire que le taux de variation du courant du sample wire est inversement proportionnel à la température. Et donc, on peut conclure, et ça c'est pour le tantal, on peut conclure que le taux de variation du courant dans le sample wire composé de tantal suit la loi de Curie. On n'a pas pu faire cette détermination pour le plomb. Mais pour avoir encore plus d'assurance que ce qu'on voyait se concorde bien avec notre théorie du electrization field, c'est-à-dire du moment électrique nucléaire, on a regardé les ensembles de données collectés lorsque les températures n'étaient pas fixes. Donc, dans ces graphiques, l'ordonnée, c'est la tension du squid, tandis que l'abscisse, c'est le temps. Et maintenant, avec le temps, la température augmente de façon générale. Du côté gauche, dans ce graphique de gauche, on a les données à température non fixe du tantal. Ce sont ces points bleus. On a presque 2000 points qui forment cette courbe bleue. Et comment on a utilisé ces données? Eh bien, en utilisant le fait que les données entre le tantal et le plomb pour température non fixe, collectées à la même température, devaient être très corrélées. Pourquoi? Corrélées parce que ces deux ensembles de données ont été collectés dans le même laboratoire avec le même équipement, c'est-à-dire le même ADR et les mêmes solénoïdes. Donc, en principe, la différence majeure entre ces deux ensembles de données, c'était l'inductance mutuelle, par exemple du fil de tantal avec le squid, comparé avec l'inductance mutuelle entre le fil de plomb et le squid. Donc, cette inductance mutuelle pouvait être différente. Donc, avec cette hypothèse, on a pu faire une régression linéaire du tantal sur le plomb, et c'est comme ça qu'on a obtenu cette ligne grise. Ça, c'est le plomb, les données du plomb, avec la multiplication et l'addition provenant des paramètres de la régression linéaire. Et on voit qu'il y a une très bonne concordance, et le R carré d'ailleurs est de 0,993. Donc cela confirme en effet que l'environnement expérimental était très semblable entre le tantal et le plomb. Ce R carré dit qu'en fait seulement une fraction de 0,007 de variance est inexpliquée par la régression linéaire du tantal sur le plomb. Mais nous avons déjà obtenu une conclusion expérimentale que le tantal suit la loi de Curie et qu'on ne pouvait pas faire cette détermination sur le plomb. Donc, si on prend ce résultat au sérieux, cela veut dire que si nous soustrayons l'effet cumulatif de la force électromotrice qui vient du moment dipolaire électrique du tantal, des données du tantal, pour chaque donnée collectée à la température connue de chaque point, si nous soustrayons cet effet cumulatif, nous devrions avoir une corrélation supérieure entre le tantal et le plomb. Et d'ailleurs, ce n'est pas très difficile de soustraire cet effet cumulatif. C'est simplement parce que c'est cumulatif, c'est une intégrale temporelle et avec cette pente qu'on a obtenue d'une façon expérimentale. Donc ça, c'est un paramètre qu'on ne peut pas changer. C'est un paramètre expérimental, cette pente, divisée par la température à laquelle chaque point de cette courbe bleue a été collecté. Donc, lorsqu'on fait cette soustraction, on obtient cette courbe rouge et on refait une régression linéaire sur le plomb et cette fois-ci, on obtient cette courbe grise et visuellement, on voit clairement qu'il y a eu une amélioration nette de cette corrélation et c'est confirmé par le R carré qui est maintenant 0,998.
Donc la variance inexpliquée maintenant n'est que de 0,002. L'immense majorité de la variance inexpliquée des données du Tantale, lorsqu'on fait la régression linéaire sur le plomb, provient simplement de la force électromotrice qui survient des moments électriques nucléaires du Tantale. Et la probabilité que cette amélioration est due au hasard est nulle. Pourquoi? Parce que presque 2000 points ont été utilisés pour ça, pour cette analyse, et la probabilité est si petite qu'elle n'est pas vraiment calculable. En regardant la totalité de toutes nos données pour température fixe et non fixe, nous avons vu que le Tantale suit la loi de Curie, c'est-à-dire le taux de variation du courant du simple wire composé de Tantale suit la loi de Curie. On n'a pas pu faire cette détermination pour le plomb. Et on a vu qu'on pouvait utiliser le fait que l'environnement expérimental était essentiellement le même lorsqu'on a collecté les données du plomb et du Tantale. Et on a pu voir que pour les températures non fixes, qu'en soustrayant cet effet cumulatif des données du Tantale, qu'on pouvait essentiellement transformer le Tantale en plomb. Il y avait d'autres hypothèses ou d'autres phénomènes qui pouvaient en fait produire un taux de variation du courant qui était non nul, par exemple champ électromagnétique externe, ou bien peut-être une résistance infime résiduelle dans les fils supraconducteurs. Mais ces hypothèses ne pouvaient pas expliquer la totalité des données. La seule théorie qui peut expliquer le tout, en fait, c'est celle où est-ce qu'on a un champ électrique, le electrization field, qui provient des moments électriques nucléaires du Tantale. Et donc, on a conclu, nous sommes arrivés à cette conclusion d'une façon expérimentale et on a pu extraire une valeur pour la grandeur du moment électrique nucléaire du Tantale en utilisant cette pente. On a obtenu une valeur de 3,39 fois 10 à la moins 32 cm. E, c'est simplement la charge de l'électron. Et on a pu prouver d'ailleurs que la grandeur du moment électrique du Tantale est non nulle avec un niveau de confiance de 99,99%. Donc ce résultat est important immédiatement parce que si nous faisons l'hypothèse que le moment électrique du neutron est du même ordre de grandeur qu'un moment électrique typique nucléaire, et ce qui est d'ailleurs le cas lorsqu'on regarde les moments magnétiques du neutron comparés avec les moments magnétiques nucléaires qui ont été mesurés depuis très longtemps. Ils sont du même ordre de grandeur. Donc, si on fait cette hypothèse pour les moments électriques, nous trouvons que l'ordre de grandeur du moment électrique du neutron est dans la marge de prédiction du modèle standard de la physique des particules. Donc, nous faisons face à une possibilité que la totalité du moment électrique du neutron est expliquée par le modèle standard. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Il faut mesurer le moment électrique du neutron. Mais il se trouve que avec cette méthode, c'est possible de le faire et de cette façon. Cette méthode nous permet de mesurer les moments électriques nucléaires de dizaines d'atomes. Et pas seulement les éléments qui sont supraconducteurs à l'état pur, mais ceux qui sont supraconducteurs seulement lorsqu'ils sont dans des alliages avec d'autres métaux. Donc, nous pouvons créer un ensemble de données de moments électriques nucléaires qui est très large et qui surpasse peut-être même de loin les paramètres que les scientifiques croient qui contribuent au moment électrique nucléaire et qui violent l'invariance
temporelle. Donc, ce nombre de paramètres devient surcontraint par cet ensemble de données et on peut les déterminer. Et entre autres, deux de ces paramètres, c'est le moment électrique du neutron et le moment électrique du proton. C'est donc et donc ce que nous ferions, entre autres, c'est que on utiliserait un sous-ensemble de données de moments nucléaires, moments électriques nucléaires, pour déterminer ces paramètres et on utiliserait ces paramètres qui ont été ainsi déterminés pour calculer les paramètres, les moments électriques nucléaires des autres noyaux qui n'ont pas été utilisés pour déterminer ces paramètres et nous pourrions voir si ce petit nombre de paramètres explique le tout. Le même processus, a été fait pour les moments magnétiques. Donc un petit nombre de paramètres qui contribuent au moment magnétique nucléaire, entre autres les moments magnétiques du proton et du neutron, peuvent expliquer un grand nombre de moments magnétiques nucléaires d'une façon très précise. Donc c'est la même chose que nous ferions ici et c'est de cette façon que nous pourrions déterminer tous ces paramètres qui violent l'invariance temporelle, entre autres les moments électriques du proton et du neutron. Une autre application, c'est que nous pouvons aussi utiliser un supraconducteur qu'on dit P-Wave pour mesurer le moment électrique de l'électron. Pour plus de détails, veuillez consulter mon article qui se trouve sur loisat.org. La dernière application que je voulais discuter, c'est la détection du vent de matière noire cosmique d'action. Qu'est-ce que le vent de matière noire cosmique d'action? La partie visible de la Voie lactée est dans un halo de matière noire qui est essentiellement statique. Cela veut dire que le halo n'est pas en révolution autour du centre galactique, contrairement aux étoiles de la Voie lactée. Cela implique qu'à mesure que notre système solaire progresse le long de son orbite autour du centre galactique, le système solaire passe au travers le halo de matière noire et de la perspective d'un laboratoire sur la Terre, il existe un vent cosmique de matière noire. Si le halo contient aussi des actions ou bien des particules qui se comportent comme des actions, il y a donc un vent de matière noire cosmique d'action. La propriété importante de ce vent d'action cosmique, c'est qu'il peut induire un moment dipolaire électrique nucléaire qui serait possiblement détectable avec la même méthode que j'ai utilisée pour mesurer le moment dipolaire électrique nucléaire du tantal. Dans ce cas-là, nous rechercherions un courant dans le supraconducteur qui oscille avec une fréquence proportionnelle à la masse de l'action et une amplitude qui serait proportionnelle à la densité de la matière noire à la position du laboratoire. Étant donné que la Terre est que la Terre est en rotation autour de son axe et orbite le Soleil et qu'il existe potentiellement des concentrations de matière noire telles que dense dark matter hairs, cela veut dire que cette amplitude elle-même pourrait peut-être fluctuer. Cette expérience a réellement débuté il y a à peu près 9 ans lorsque j'ai fait une demande de subvention au Jet Propulsion Laboratory où je travaillais pour faire cette expérience, qui a été rejetée parce que l'évaluateur croyait que le concept était non physique. J'ai aussi écrit un article à l'époque qui esquissait l'idée fondamentale de cette expérience et qui a été rejeté par l'un des 3 évaluateurs. J'ai été licencié du Jet Propulsion Laboratory pour manque de financement. À l'époque, j'ai soigneusement étudié les objections des évaluateurs et j'y ai répondu à toutes. À ce moment-là, j'ai ressenti une obligation, un devoir de réaliser cette expérience et cette preuve de concept avec les ressources disponibles. Nous avons vendu notre maison et une partie des bénéfices a été vers le financement de cette expérience. J'ai aussi donné beaucoup de cours particuliers en physique, dans les sciences, en mathématiques,
pour en fait joindre les deux bouts économiques de cette expérience. Au cours des 5 dernières années, travaillant seul et après beaucoup d'essais et d'erreurs, j'ai conçu le concept expérimental, je l'ai mis en œuvre, j'ai collecté les données, je les ai analysées et j'ai rédigé l'article final. Dans l'avenir, j'aimerais constituer une équipe de scientifiques à l'OISAT qui concevrait d'un nouvel assemblage expérimental qui serait plus compact et aussi qui pourrait être fabriqué avec différents éléments et serait modulable, avec le but ultime de détecter le vent de matière noire cosmique d'action. Donc, dans ce contexte, s'il vous plaît, envisagez de faire un don à la levée de fonds LOISAT Detecting the Axion Wind Cosmic Wind Campaign, de telle sorte que LOISAT puisse continuer à écrire dans les pages de la découverte scientifique. Aussi, envisagez faire un don à la campagne de l'OISAT Shields and Spear, parce que une chose que j'ai rarement rencontrée durant ma carrière scientifique, c'est d'autres scientifiques noirs. Il y a des forces institutionnelles dans la société qui engendrent de faibles compétences en mathématiques et une mauvaise éducation générale aux États-Unis et ailleurs. Et j'ai fondé l'OISAT parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y a des individus de race noire qui seraient de brillants scientifiques, mais qui n'auront jamais l'option de poursuivre une carrière dans les sciences. J'ai fondé l'OISAT parce que la connaissance scientifique appartient à tous, quelles que soient leurs origines. J'ai fondé l'OISAT parce que affaiblir ces institutions, ce système qui engendre ces résultats qui sont racialement différenciés dans les domaines scientifiques, engendrait une meilleure société qui serait bénéfique à tous. Merci d'avoir écouté et merci pour vos dons.